On va voir tous nos amis qui vont arriver. Ok, les participants, c'est en train d'arriver. 21, 23. C'est chouette, hein? Bien. On va les laisser arriver. C'est donc dans le cadre du club Jessica Concurrence et Distribution. Et vous êtes prêtes? Tout à fait. Et nos amis aussi, ils arrivent. Là, on voit que le flow arrive. En ce début d'année, on va leur souhaiter à tous aussi une belle et bonne année. On est ravis de les recevoir. Et donc, d'ici 2 minutes, même pas, on va commencer à expliquer un petit peu ce club Réseau Jessica. Simon parle ici. Oui, mais les gens, ils nous entendent ou pas? Oui, on vous entend, Jessica. Voilà, là, on ne vous entend plus. Bien, écoutez à tous, bonjour. Merci de nous retrouver dans ce club Jessica Concurrence. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Jessica. Jessica, c'est un réseau qui a été maintenant constitué il y a plus de 40 ans. C'est le premier réseau international d'avocats francophones. Le président actuel s'appelle Gérard Gabriel Lamoureux. Et en fait, ce réseau permet aux justiciables d'être défendus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, dès lors qu'il y a une juridiction, qu'il y a un litige, et qu'on a besoin d'avoir en fait des conseils à la fois juridiques ou judiciaires. Et vous avez donc toute une équipe d'avocats qui pourra répondre à vos besoins où que vous soyez. Et quoi qu'il en coûte, là-dessus, vous avez ce réseau qui est présent. Et dans le cadre de nos activités, nous avons des animations internes et bien, il y a des clubs. Et nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans ce club Concurrence, qui est un nouveau club et que j'ai le plaisir d'animer avec Ève Renaud-Chouraki. Bonjour Ève. Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que, Ève, vous pouvez expliquer à nos amis qui nous retrouvent, à nos confrères qui sont présents, l'intérêt aujourd'hui du droit de la concurrence, rapidement, mais pour montrer pourquoi c'est une matière qui est fondamentale? C'est une matière qui devient encore plus fondamentale avec le contexte actuel et pour différentes raisons. Par la fracture numérique et les possibilités de disruption d'activités qui existent, qui créent des distorsions de concurrence. Le meilleur exemple, et vous en avez certainement tous entendu parler, est le cas actuel des GAFA, qui interroge au niveau de l'Union européenne et même au niveau des États-Unis sur la distorsion de concurrence qui existe par leur avance technologique et leurs pratiques commerciales. Et parce que la société se durcit, les rapports se durcissent, que ce soit des rapports sociaux ou des rapports commerciaux, et que dans ce cadre-là, la concurrence est assez ardue et qu'il y a une tendance à chercher par tout moyen à dépasser son concurrent et le cas échéant par des moyens qui ne sont pas et qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une concurrence saine et loyale. D'accord. Alors, ça, c'est très intéressant. Donc, dans le cadre de ce club, on va avoir plusieurs thématiques. J'avais pensé, lorsqu'on avait discuté au sein de Jessica, que ce club devait être aussi avec des thèmes, si on mettait des thèmes, et qu'aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est de passer par la voie des webinars, parce qu'on ne peut pas physiquement se voir, mais se rencontrer, c'est complexe encore aujourd'hui. Mais en revanche, on peut échanger. Donc, l'idée aussi, c'est, dans le cadre d'un webinar, c'est de faire quelque chose qui est interactif. Donc, vous avez, chers amis, et on vous remercie d'être aussi nombreux présents, vous avez la possibilité, donc, vous avez en bas de votre page, vous avez Q et R, donc vous pouvez poser des questions, et donc on pourra répondre à vos questions au fil de l'eau. Moi, je suis là aussi pour dire à Ève, pendant la présentation de sa démarche sur défendre les victimes des ruptures de relations établies, les pièges à éviter, de dire un petit peu les questions que vous pourriez poser et voir un petit peu. Alors après, ça doit être un échange qui est concret. On va essayer de voir comment on va accompagner, en fait, puisque ça, c'est l'objectif de Jessica, des clients qui auraient des problèmes. Et c'est tout à fait l'objectif, c'est de défendre les victimes d'une rupture des relations établies, les pièges à éviter. Alors justement,
Ève, on va aller droit dans le décor et on pourrait peut-être présenter le sommaire de notre intervention là-dessus, puisque nous allons en 3 temps. D'abord, on va avoir une introduction, mais peut-être qu'il faudrait passer les slides. Ève. Je sais, j'essaie vainement. On a fait un test tout à l'heure, ça fonctionnait, ça ne fonctionne plus. D'accord. Bon, bah, c'est toujours ça le problème du direct. Vous allez essayer. De rétablir le point. Ouais, très bien. Alors, on va peut-être vous montrer. Oh, attendez, parce que là, c'est pas. Vous y arrivez là Je vais relancer le partage d'écran. Voilà, relancer le partage d'écran. En Voilà. tout cas, voilà, c'était parfait. Justement, voilà, on y est là-dessus. Donc, on aura 3 temps. Une introduction pour expliquer pourquoi, en fait, il y a un enjeu de défendre, en fait, des victimes d'une rupture des relations établies et quels sont les pièges à éviter, puis les textes, si vous voulez, la base légale. Ensuite, quelle est cette notion de rupture des relations commerciales établies? Donc, il faut des relations commerciales et elles doivent être établies, mais à partir de quand il y a rupture. Et enfin, quelles sont l'assistance et la représentation de ces victimes dans le cadre d'une rupture des relations commerciales établies. C'est ça, j'ai bien tout indiqué. Alors, aussi à destination de nos participants qu'il y aura un replay disponible aussi, puisque le webinaire actuel est enregistré. Donc, vous aurez la possibilité de revisionner le webinaire si vous avez dû vous interrompre ou qu'il y a des choses qui étaient, vous avez perdu un peu votre attention, ça sera possible. Bon, écoutez, on y va et puis non, n'hésitez pas. Je vois aussi qu'il y a des amis de Jessica qui sont là présents. Je dis bonjour à Xavier, par exemple, à Yvan, à Servé, Séverine. Donc, à tous, je leur dis bienvenue. Et on y va sur cette question des relations établies et quels sont les textes et comment cela est encadré. Oui, alors, bienvenue à tous effectivement à cette formation. Juste avant d'arriver sur l'introduction, je souhaiterais vous expliquer pourquoi est-ce que le club est tout récent et c'est notre première formation et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème avec Gérard, parce qu'il nous a paru être un thème effectivement stratégique actuellement au regard de la période actuelle assez incertaine et de la crise économique associée à la crise sanitaire. Et au regard du fait que, quel que soit votre domaine et votre spécialisation, vous serez confronté à une problématique de rupture contractuelle, quel que soit le secteur d'activité de votre clientèle, dans la mesure où le contentieux de la rupture contractuelle est la majorité du contentieux devant les juridictions commerciales. Ça, c'est un point qui me paraissait important. Sur maintenant cette introduction et les textes. Une ordonnance est intervenue en 2019 qui a refondu des dispositions du Code de commerce dans une logique d'une réforme qui devait amener une clarté et une simplification du régime des pratiques restrictives de concurrence, puisque la rupture brutale de la relation commerciale établie s'inscrit en droit de la concurrence dans la catégorie des pratiques restrictives de concurrence. L'objectif entre les sociétés commerciales et le principe est qu'elles sont régies par une liberté contractuelle et qu'entre elles, elles décident des relations qui vont intervenir et des conditions dans lesquelles elles interviennent. Le droit n'est pas, sauf bien sûr cas qu'on connaît, censé intervenir dans le cadre d'une rupture. La résiliation, si elle est fondée, doit pouvoir intervenir sur la base de la résiliation et des conditions qui sont posées. Néanmoins, et dans certains cas, et dans une logique de protection, on a mis en place ce dispositif et ce régime qui vise en fait à éviter qu'une rupture brutale vienne précipiter la pérennité d'une entreprise qui voit un flux d'affaires par un contrat arrêté par le biais de cette rupture. Comme je vous l'ai dit, la rupture brutale de la relation commerciale établie s'inscrit dans les pratiques restrictives de concurrence. Pour mémoire, avec la simplification et la refonte, on a les pratiques effectivement découlant de la rupture brutale des relations commerciales établies. Le fait aussi de tirer un avantage sans contrepartie et de mettre en place un système de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Et le dernier bloc est la participation à la violation de l'interdiction de revente hors réseau de distribution. Donc, la rupture brutale s'inscrit aux côtés de ces deux autres pratiques restrictives de concurrence. Comme vous pouvez le voir sur le slide qui est présenté,
je vous ai mis la rédaction de l'article relatif à la rupture brutale avant la refonte et après la refonte. Dans la logique de simplification, vous voyez qu'on a condensé quand même la rédaction. On a effectivement aussi simplifié les choses pour l'élargir et faire qu'elle s'applique plus largement à plus de relations commerciales. Dans ce cadre-là, on peut voir dans la comparaison, alors le but n'est pas de faire une comparaison non plus dans le texte, mais c'est intéressant juste pour appuyer ce point-là, qu'avant, on considérait que l'auteur d'une rupture engageait sa responsabilité lorsque il avait la qualité de producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers. Donc, on préqualifiait l'auteur de la rupture, si vous voulez. Ce qui avait pour conséquence de limiter un peu son champ. Désormais, dans la nouvelle rédaction, on ne fait plus vraiment la différence entre l'auteur et la victime. On considère qu'effectivement, toute personne qui exerce des activités de production, de distribution ou de service peut potentiellement engager sa responsabilité lorsqu'effectivement, elle le fait de manière brutale. Il est important, mais on reviendra dessus, de bien garder en tête que ce régime de rupture brutale ne s'appliquera pas dans le cas d'une rupture qui serait justifiée par un manquement grave du co-contractant ou par un cas de force majeure. Pour le cas de force majeure, ça a une incidence importante puisque avec toute la problématique du Covid, généralement, ça a fait qu'on a considéré que c'était un cas de force majeure et que partant, s'il y avait une rupture effectivement des relations, elle ne pouvait pas rentrer dans le cadre du régime. Ceci étant précisé, je vous propose de passer maintenant à la notion en tant que telle de rupture de la relation commerciale établie. Alors ça, c'est important, cette notion de rupture des relations établies. Et je compte sur vous, Ève, de bien nous expliquer de quel point on part. Il faut qu'il y ait des relations qui soient à la fois ouvertes, couvertes, et puis il y a des exclusions. Donc, est-ce que vous pouvez nous amener à bien comprendre un petit peu tous ces points? Oui, tout à fait. Alors, en fait, ça fait partie des premières conditions. Pour pouvoir entrer dans le régime et faire qu'une victime puisse arguer de ce régime, vous aurez, dans le cadre de sa défense, à démontrer plusieurs éléments. Vous aurez la première chose à faire, effectivement, comme vous le disiez Gérard, est de justifier que vous êtes dans le cadre d'une relation commerciale. Alors ça pose une question parce qu'il y a eu toute une jurisprudence autour de ça. Je suis avocat, j'ai un client qui est une grosse entreprise, elle a depuis des années, elle fait appel à mon cabinet, et puis tout d'un coup, elle me dit, ben voilà, changement de direction juridique, et on va changer aussi de conseil. Est-ce que je vais pouvoir aller sur le terrain de la rupture de la relation commerciale établie, en tant que moi, cabinet d'avocat, qui est soumis en fait à un droit qui n'est pas commercial? Alors, malheureusement pour nous, parce que ça nous arrive Oui. fréquemment, Oui. non. Effectivement, puisqu'on considère qu'on fait partie des professions qui sont exclues de l'applicabilité du régime. Donc, c'est entre commerçants, en fait. C'est les commerçants qui ont des relations commerciales. Exactement. Donc, La relation libérale ne fait pas partie d'une extension de… non, la relation libérale n'en fait pas partie. Effectivement, on considère que c'est une relation commerciale au sens acte de commerce par nature ou par accessoire. Donc, quand vous êtes dans le cadre d'une activité libérale, que ce soit pour les avocats, pour les médecins, pour les notaires, pour même les CPI, vous êtes exclu effectivement de ce régime et vous ne pouvez pas utiliser ce régime pour vous défendre dans le cadre d'une rupture que vous considérez comme brutale. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire que vous devez être dans le cadre de relations entre professionnels. Donc, première chose, vous excluez les relations professionnelles consommateurs, c'est important. Dans le cadre de relations entre professionnels qui exercent une activité commerciale, vous excluez également les personnes morales de droit public, donc l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics. S'ils rompent brutalement, effectivement, la relation, vous ne pouvez pas utiliser ce régime. Vous excluez également les sociétés qui sont considérées comme des sociétés civiles, type des SCI, qui ont un objet civil. On exclut également les GIE, les professions libérales, on vient d'en parler, et les associations qui sont sous régime de loi de 1901, puisqu'elles sont considérées comme étant à but lucratif et elles ne sont pas censées avoir une activité commerciale. Donc, dans ce cadre-là,
tous ces personnes sont exclues et on ne peut pas utiliser l'application de ce régime. Ce qui est important, là on se plaçait un peu côté auteur, même si ça fonctionne aussi côté victime. Côté victime, il est quand même important de préciser que la victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie n'est pas forcément la victime directe, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément celle qui est en lien contractuel direct avec l'auteur de la rupture. À titre d'exemple, un sous-traitant qui n'est pas lié directement par le maître d'ouvrage, mais qui a un intermédiaire entre lui et le maître d'ouvrage, qui verrait le maître d'ouvrage effectivement résilier et rompre brutalement le contrat, pourrait, si elle justifie d'un préjudice qui lui est propre, qui est justifié par cette rupture, voir l'applicabilité de ce régime possible dans son cas. Donc, les victimes indirectes, c'est important d'y penser, et sont également exclues, et c'est important, toutes les sociétés qui agissent dans le cadre d'un secteur qui fait déjà l'objet d'une réglementation spécifique. C'est le cas effectivement, et je vous ai mis la liste, des banques dans certains cas, les contrats de prêt qui peuvent exister effectivement entre professionnels, les commissionnaires de transport, les sous-traitants de transport, les agents commerciaux, les contrats de gérance mandat sont exclus de ce régime, pas parce qu'il n'y a pas de relation commerciale en tant que telle, mais parce que le législateur, par ailleurs, dans le cadre des dispositions spécifiques, a considéré avoir déjà réglementé et géré cette problématique potentielle de rupture brutale dans le cadre des dispositions qui leur sont propres. Et maintenant, est-ce qu'on peut parler peut-être de la notion de rupture des relations établies, la notion de caractère établi? Voilà, puisque la première étape était effectivement de qualifier les relations commerciales. Maintenant, cette relation commerciale en tant que telle ne suffit pas. Il convient de qualifier le caractère établi de celle-ci. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que pour qualifier le caractère établi d'une relation commerciale, vous n'avez pas besoin d'être dans le cadre d'un contrat écrit. Souvent, il arrive que nos clients, parce qu'ils connaissent, parce qu'ils ont un historique particulier avec certains de leurs co-contractants, ne formalisent pas forcément d'écrit, ou parce que l'historique des relations est très ancien, on ne l'a jamais formalisé, et donc pensent que parce qu'il n'y a pas de contrat écrit, potentiellement le régime ne s'appliquera pas. Même sans contrat écrit, le régime s'applique. C'est important. Pourquoi ? Okay. On considère qu'il faut faire la différence, et ça, vous devez garder en tête aussi quand vous pouvez interagir pour vos clients. On parle de relations commerciales, on ne parle pas de relations contractuelles. C'est d'ailleurs pour ça que l'absence de contrat écrit n'est pas problématique. Vous avez une relation commerciale à démontrer, mais vous n'avez pas de relation contractuelle au sens contrat écrit à démontrer. Il n'est pas non plus nécessaire de justifier uniquement d'un contrat à durée indéterminée. On pourrait penser que pour justifier du caractère établi d'une relation, vous auriez besoin d'un contrat qui est là de longue date et donc partant considérer que c'est limité à un contrat à durée indéterminée. La jurisprudence a clairement décidé que dans le cadre de contrats à durée déterminée et de succession de contrats à durée déterminée, vous pouviez justifier du caractère établi d'une relation. Par ailleurs, vous pouvez aussi justifier du caractère établi dans le cadre de ce qu'on peut appeler un écosystème de contrats indépendants. C'est-à-dire que vous n'avez pas conclu d'accord cadre, mais vous avez différents types de contrats avec votre prestataire ou votre fournisseur, et l'ensemble de cet écosystème peut justifier du caractère établi de la relation commerciale. Vous pouvez aussi justifier du caractère établi, même si le contrat donne lieu à une prestation unique et du one-shot par an. Je m'explique. La jurisprudence a pu considérer que dans le cadre d'un contrat qu'il y ait un exploitant viticole qui vendait son vin sur des foires, et donc l'entreprise qui gérait effectivement la foire en particulier, c'était la foire de Paris, même s'il n'y avait pas d'échange d'informations tout au long de l'année, et que finalement, le contrat n'avait pour effet que de créer une rencontre au moment de la foire, ce contrat qui existait depuis une quinzaine d'années était quand même considéré comme susceptible de justifier du caractère établi de la relation. Enfin,
il est aussi important de savoir que vous pouvez avoir une applicabilité du régime même au-delà des parties initiales du contrat. Dans le cadre d'une cession de contrat, d'une transmission universelle de patrimoine, d'un apport partiel d'actifs, même si les parties ne sont plus les mêmes et que le contrat est cédé, ça ne viendra pas rompre en fait une certaine durée et vous pourrez, même après cette TUP, prendre la totalité de la durée de la signature jusqu'à sa reprise pour justifier du caractère établi de la relation. Enfin, et pour terminer sur le caractère établi, soyez vigilants sur les relations que la jurisprudence a pu qualifier comme étant des relations précaires. La jurisprudence a pu considérer qu'un contrat qui excluait explicitement une possibilité de tacite reconduction, là c'est un contrat à durée déterminée, qui excluait spécifiquement cette tacite reconduction, ne pouvait pas être considéré, même si un second contrat a été finalement repris derrière, comme justifiant du caractère établi. Enfin, dans le cadre de conclusion de contrats successifs à durée déterminée, mais qui interviennent dans le cadre d'un appel d'offres, puisque à chaque fois on remet en jeu sur le marché la conclusion de nouveaux contrats, vous ne pouvez pas effectivement exciper du caractère établi, la jurisprudence considérant que la mise en concurrence de chacun des concurrents à l'appel d'offres avant la passation de toute commande venait priver la relation commerciale d'une permanence et les placer dans une situation de précarité qui venait être contradictoire avec la justification du caractère établi. Ouais, ça, on pourrait peut-être aussi, là il y a un piège à éviter là, d'entrée de jeu, c'est que lorsqu'une entreprise répond à un appel d'offres, elle accepte, elle tolère en fait le fait de sortir d'une relation commerciale établie et elle se remet en concurrence. Et donc là, c'est un piège à éviter. C'est quand on veut sortir d'une relation avec un fournisseur, on lui propose dès lors qu'il y a plus de 2 ans, aussi on pourra revenir après sur ces points, on va lui proposer de répondre à un appel d'offres. Et donc là, c'est le piège. Hein. C'est quand même quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Ça, c'est une des grandes marottes du réseau Jessica qui est toujours présent sur ces questions et qui a des avocats redoutables qui permettent de pouvoir défendre leurs clients. Alors, très bien, donc cette notion de rupture établie, voyons un peu les facteurs qui sont pris en considération par la jurisprudence autour de la notion de caractère établi. Oui, alors, le caractère établi, en réalité, s'entend d'une stabilité de la relation commerciale, premier critère, et de la croyance légitime d'un des co-contractants dans la poursuite, en fait, de cette relation commerciale. La Cour de cassation, effectivement, a excipé ces 2 critères. Donc, on doit pouvoir s'appuyer sur une anticipation raisonnable via l'existence d'un contrat dont l'échéance est postérieure à la date de la rupture qui interviendra brutalement, ou sur une pratique passée de la victime de la rupture qui pouvait lui laisser à penser que le contrat allait s'instaurer dans la durée. Ça peut être, par exemple, le fait que pour ce contrat particulièrement, vous avez, en votre qualité de victime, mais de co-contractant, mis en place, des investissements substantiels pour pouvoir répondre à la prestation qui vous a été demandée. Par l'achat de nouveaux outillages lourds, pour vous spécialiser dans un domaine que vous ne saviez pas faire ou vous n'aviez pas l'outillage, parce que vous avez décidé d'investir sur cette relation, considérant qu'elle pourrait vous apporter des bénéfices, pas qu'économiques, mais des bénéfices effectivement tout au long dans l'écosystème du contrat. Donc, les facteurs pris en considération par la jurisprudence sont bien évidemment la durée de la relation. Plus la durée est longue, stable et suivie avec une continuité d'un courant d'affaires, plus on a tendance, et la jurisprudence considère qu'elle est établie. La stabilité de la relation, on vient d'en parler, c'est une fréquence de commandes, des demandes de réalisation régulière de prestations de services, et l'intensité de la relation, c'est-à-dire si celle-ci est vraiment en dents de scie, mais ou si vous avez plutôt une régularité, effectivement, dans la relation que vous avez mis en place et des commandes qui arrivent régulièrement avec un courant d'affaires qui est simple et suivi. Très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait faire une synthèse, là, si vous voulez, par rapport à tout ce qui a été expliqué? On a vu que les grandes notions d'intensité de la relation, de stabilité, quels sont les pièges à éviter autour de ça? Est-ce que
vous pourriez nous en parler, Ève. Oui, alors sur les pièges et sur la synthèse, j'ai de nouveau un problème avec le PowerPoint qui n'avance pas. Attendez, je vais refaire le partage, excusez-moi. Oui, mais c'est pas mal, ça nous permet de revenir un petit peu à tous. N'hésitez pas à tous ceux qui nous suivent de nous poser des questions, d'intervenir si vous le savez. Le chat est là pour ça. C'est très rapide et c'est un instant éclair. Alors, voyons les synthèses. Donc, ces pièges à éviter. Donc, premièrement, appliquer effectivement le régime à une relation qui n'est pas commerciale ou à une relation qui est commerciale mais qui est exclue puisqu'elle est réglementée par un autre secteur, banque, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. et secondo, Et considérer que parce que vous n'avez pas de contrat écrit, vous ne pouvez pas entrer dans le cadre du régime. d'accord. Donc là, je vois que nos amis ne nous posent pas de questions, donc on peut continuer sur la notion de brutalité. Est-ce que la brutalité et préavis, est-ce que ce sont des frères amis ou des frères ennemis? Ça dépend en fait si le préavis est suffisamment long ou pas. Ah, très bien, très très bien, La merci. brutalité est prise, en fait, pour pouvoir justifier du caractère brutal, on va tenir compte effectivement du préavis qui est donné. En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il n'y a pas de préavis, il y a brutalité. Ça, c'est évident. Et en plus, il est important aussi de dire que pour qu'il y ait préavis, il faut que ça soit un préavis écrit qui notifie effectivement l'arrêt de la relation et qui manifeste par son auteur sa volonté de ne pas poursuivre la relation. C'est-à-dire qu'il faut être transparent sur le fait qu'on veuille mettre un terme au contrat, qu'on le fasse de manière écrite et qu'on donne un préavis suffisant. Pourquoi? Le préavis, en fait, il a vocation dans ce régime à permettre à la victime de l'arrêt, en fait, des relations de disposer d'un temps nécessaire, soit pour se reconvertir et pour reconvertir son activité, notamment si elle est dans une situation un petit peu de dépendance économique et qu'elle avait un peu tout misé avec ce co-contractant, il faut qu'elle puisse retrouver de nouveaux marchés, qu'elle puisse se remettre sur le marché pour prospecter à nouveau. Et ça, en prévision effectivement de la rupture à venir. Alors, Ève, juste un point avant là-dessus, puisque ce préavis, en fait, il ne tient pas compte en fait, de la stabilité de la relation. Et j'ai Philippe qui nous pose une question qui est tout à fait intéressante, qui nous dit stabilité de la relation et la croyance légitime sont-elles des critères cumulatifs? Oui, parce que la croyance légitime est un critère qui permet de justifier de la stabilité. En fait, pour la Cour de cassation, la stabilité est justifiée par la croyance légitime que pouvait avoir le co-contractant dans la poursuite de l'exécution du contrat. Et cette croyance est permise si on arrive à démontrer que vous avez un flux d'affaires qui est constant, que vous avez des relations qui sont cordiales, que vous êtes sollicité et que vous avez des commandes qui arrivent. Tout ça permet de justifier que vous pouviez légitimement croire que la relation allait continuer et partant que votre relation est stable. Bon, ben écoutez, j'espère que Philippe aura eu la réponse. Revenons maintenant sur la question du préavis. Donc, on voit que lorsque l'on est autour d'un préavis, soit le préavis n'est pas là, donc il est absent, soit alors on va estimer que c'est un préavis qui est insuffisant. À partir de quand, même si j'ai mis en place un préavis, celui-ci est considéré par la jurisprudence comme étant insuffisant? Alors, c'est tout le débat justement qui a amené à la réforme, la refonte et des dispositions du Code de commerce et à cette réforme, c'est qu'avant, dans la rédaction initiale, il y avait une référence aux usages qui existaient effectivement dans la profession, ce qui créait une forme d'incertitude réelle au niveau judiciaire, puisque vous pouviez regarder les jurisprudences et vous dire, moi j'ai une relation qui existe depuis 15 ans, est-ce que sur cette relation de 15 ans, je suis légitime à demander un préavis de 12 mois ou est-ce que je suis légitime à demander un préavis de 5 mois? La réforme a essayé de simplifier les choses, donnant une exemption, si vous voulez, puisqu'elle exclut la responsabilité de l'auteur de la rupture si celui-ci donne un préavis de 18 mois. On considère qu'en réalité, ce n'est pas un plafond, c'est une exemption. On est sûr
que dans la jurisprudence telle qu'elle est et dans la réforme, qu'à partir du moment où vous donnez 18 mois de préavis, vous êtes sûr que votre responsabilité ne sera pas engagée. Maintenant, Mais j'ai eu des cas, Ève, où j'avais des relations qui dataient depuis plus de 20 ans. À partir du moment où j'ai donné 18 mois de préavis, ça suffit. On ne va pas avoir, ce n'est pas au prorata du temps de la relation. c'est une exemption, vous êtes sûr que vous couvrez votre responsabilité dans ce cadre-là. D'accord. Donc, on peut dire qu'à partir du moment où, dans des relations qui sont au-delà de 5 ans, on va respecter un préavis de 18 mois, on n'aura pas de problème d'aller devant un tribunal pour considérer que la rupture a été brutale. C'est ça. C'est ça. Donc là, il y a un grand. Alors, je l'indique quand même à tous nos amis qui nous suivent, à tous nos confrères qui nous suivent. C'est un point important. Il y a comme un seuil butoir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on respecte les 18 mois, il n'y a plus de contestation possible, on considère que le préavis a été respecté. C'est quand on est dans les contrats qui sont de faible durée qu'il peut y avoir après des litiges. Hein. C'est ça, si j'ai bien compris. Exactement. Et là, sur ces litiges-là, on est face à un aléa judiciaire, je ne vais pas le cacher, qui nécessite de vérifier ce qui serait dans les usages et ce qui est retenu par la jurisprudence, un peu en appréciation factuelle pour s'appuyer. Parce qu'effectivement, on n'a aucune grille nous disant pour un contrat de 5 ans, un préavis de tel temps est suffisant. Pour un contrat de 6 ans, tel préavis est suffisant. On a juste cette exemption de 18 mois. Ouais. Alors, en fait, c'est quand même important. Et donc, là, il y a une grille de lecture qui est très importante. Donc, il faut le dire à nos confrères qui nous suivent. Lorsqu'ils prennent des dossiers, puisqu'on est là-dessus, que les relations durent depuis plus de 5 ans, si la partie adverse a donné un préavis de 18 mois, il y a très peu de chances d'obtenir plus, quoi. C'est quand même un point qui est important aujourd'hui. Et là, on est sur une place. Alors, c'est très important. J'espère que ça vous aura permis. Donc là, déjà, on a une première démarche dans la checklist. Est-ce que le préavis est de 18 mois ou moins de 18 mois? Et donc, c'est là où on peut se poser après la question du caractère lorsque la rupture, elle est totale ou elle est partielle. Et comment on fait dans ce cas-là? Alors, est-ce qu'il y a, là aussi, il y a un débat autour de ça? Oui, tout à fait. Alors, justement, je permets juste de rebondir sur un dernier point, sur une question qui nous avait été posée par une intervenante qui nécessite une consultation un petit peu plus importante quand même, mais en tout cas, la question était intéressante et elle peut être partagée. Le fait, si vous voulez, d'avoir un co-contractant qui rompt brutalement, sans préavis, et qui, 2-3 mois plus tard, certainement sur les conseils de son avocat, refait une vraie résiliation, enfin une vraie rupture sur la base d'une rupture écrite avec un préavis qui est donné cette fois-ci. Sachez que selon la jurisprudence, vous pouvez, quand vous défendez la victime, refuser d'exécuter ce second préavis car en réalité, il a été donné uniquement pour couvrir le caractère brutal de la première rupture qui avait été donnée sans préavis. Et a priori, la jurisprudence ne peut pas reprocher à la victime de refuser d'exécuter ce préavis qui est en fait une pirouette pour pouvoir un petit peu apurer, si vous voulez, la précédente rupture qui n'était pas faite conformément aux conditions posées par le régime. Parfait. Sur le caractère partiel ou total de la rupture, effectivement, le régime ne s'ouvre pas uniquement que dans le cadre d'une rupture totale. Déjà, ce que je voudrais faire ressentir à nos amis qui nous suivent, c'est que quand même c'est technique, hein, que l'approche, vous voyez, il y a quand même toute une série de questions, il y a une certaine technicité. Donc maintenant, puisqu'on est dans cette technicité, voyons un petit peu ce qu'il en est de la rupture totale en tant que telle. La rupture, elle est totale, c'est-à-dire qu'il y a une cessation pure et simple de la relation commerciale. Ça, c'est le premier cas. C'est ça la rupture totale. Ça, c'est la rupture totale, c'est-à-dire que vous avez une résiliation unilatérale du contrat. Vous avez le non-renouvellement d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée, pardon. Ça, c'est une rupture totale. Ça paraît un peu plus évident. Alors, ça veut dire que si jamais le contrat il arrive à son échéance, pourquoi on va faire jouer en fait la rupture de relation commerciale établie? En quoi donc, c'est-à-dire que si le délai de 18 mois n'a pas été respecté, à ce moment-là, la partie qui se voit le contrat terminé pourrait aller demander
une indemnité, c'est ça en fait finalement. Une indemnité si effectivement la rupture ne tient pas compte d'un préavis suffisant qui permet la reconversion, tout à fait. D'accord, premier point. Donc, lorsque maintenant la rupture est partielle, qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce qu'il faut, comment se prémunir par rapport à ça? Alors, sur la rupture totale, il y a un autre cas qu'il faut quand même préciser pour nos confrères parce que c'est assez important, Oui, c'est la modification unilatérale des conditions, en oui, fait, du contrat. Et ça, sans négociation possible. Il faut faire la différence entre la modification littérale et la proposition de modification. Le fait de proposer des modifications avec une possible négociation derrière et qu'elles soient refusées ne vous permet pas d'avoir droit au régime. Par contre, le fait de vous faire imposer une modification totale, effectivement, des conditions contractuelles est assimilé à une rupture totale quand vous la refusez. Sur la rupture effectivement partielle, on l'a mis dans le support, ça peut prendre effectivement plusieurs formes. Une réduction significative du courant d'affaires, c'est-à-dire qu'on commence à gentiment fermer le robinet, mais tout doucement. Une modification des conditions tarifaires, mais qui ne serait pas de l'ensemble de l'écosystème du contrat, mais de certaines conditions tarifaires. Typiquement, vous avez une hausse de prix qui est imposée et qui n'est pas justifiée par une hausse du prix des matières premières. Si elle est justifiée par une hausse du prix des matières premières, la hausse de prix est justifiée. Si elle n'est pas justifiable et qu'elle est unilatérale et qu'elle est décidée comme ça, on peut l'assimiler à une rupture partielle de la relation ou une diminution significative des commandes, un éventuel déréférencement. Effectivement, tous ces éléments sont des éléments qui permettent de qualifier une rupture partielle. Je vous ai parlé effectivement de la renégociation et du refus de renégocier. Je précise qu'il faut quand même faire la différence dans le cadre d'une renégociation des conditions entre deux situations. Le contrat prévoyait à son terme une faculté de renégociation. Si le contrat prévoit à son terme une faculté de renégociation et que vous refusez, vous, de négocier, et que ça amène à une rupture effectivement du contrat, vous ne pourrez pas exciper et demander l'applicabilité du régime. Par contre, si le contrat ne prévoyait pas une faculté de renégociation, que la renégociation est en cours et que vous la refusez, c'est assimilé à une rupture partielle et donc vous pouvez avoir une applicabilité potentielle du régime. très bien. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions qui viennent autour de ça. On peut peut-être arriver sur l'inexécution contractuelle, enfin. Tout à fait. Alors, sur l'exécution contractuelle, bien évidemment, comme c'est une exception à un régime protecteur, elle est interprétée strictement par les tribunaux. La plupart de l'aléa judiciaire tient effectivement dans la qualification de la gravité du manquement. La jurisprudence, à titre illustratif, a déjà pu considérer que le fait de ne pas tenir certains objectifs n'est pas considéré comme un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat. Est-ce que le Covid était un manquement grave? Non, malheureusement, non. Effectivement, ça a été considéré comme un cas de force majeure et ça a empêché effectivement qu'on puisse utiliser ce régime pour protéger toutes les ruptures de contrat qui ont fait suite effectivement à la paralysie et au confinement. Donc, si jamais est-ce qu'on a tout vu là? Donc, on a vu les trois cas hein, de la rupture. Elle est totale, elle est partielle où il y a un cas de force majeure. Est-ce qu'on peut faire ici une synthèse et de montrer alors quels sont les pièges à éviter? J'aimerais juste donner une petite astuce effectivement sur le manquement grave. Allez-y, vous savez, les astuces, on est toujours preneur. Hein. S'il n'y a Yes. pas d'avocat qui n'a pas avec lui sa batterie Sa d'astuces. batterie d'astuces. Et ces pièges à éviter, bien entendu. Et ça rejoint, de toute façon, ça fait une parfaite transition vers les pièges à éviter. Si vous défendez une victime et qu'il est invoqué un manquement grave par l'auteur de la rupture, mais qu'il est quand même donné un préavis, il peut être argumenté sur le fait que le préavis donné, malgré le manquement grave qui est avancé, vient en fait disqualifier ce fameux manquement grave. Donc, quand on parle de manquement grave et qu'il y a quand même un préavis, déjà, il faut effectivement combattre la gravité du manquement, mais aussi établir un argumentaire disant que le fait de donner un préavis alors que le manquement est grave vient disqualifier en fait le manquement grave et qu'en réalité, c'est une posture qui vise uniquement à sortir le régime alors que le régime est applicable.
D'accord. Donc, voyons les pièges à éviter. Alors, on continue. Tout à l'heure, on en avait cité 2. Donc, on continue dans ce cheminement, dans les pièges. Alors, on arrive au piège 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le numéro 3? Alors, sur le numéro 3, bien évidemment, le fait de rompre un contrat et de se référer au préavis qui était contractuellement prévu au contrat n'est pas quelque chose qui est de nature à exclure le régime. Le préavis justifiant du caractère brutal ou pas est à voir de manière totalement autonome du préavis qui est contractuel. Ce préavis contractuel, dans le cadre du régime de la rupture brutale, vous n'en tenez absolument pas compte et il n'est pas un indice qui permet de justifier de la non-brutalité, si vous voulez, de la rupture. Par contre, ce qui est important, c'est que dans le cadre du préavis qui est donné à la suite de la rupture, ce préavis-là doit être exécuté conformément aux termes du contrat. Je m'explique. Si vous avez, dans le cadre d'un contrat, une exclusivité territoriale qui a été concédée, dans le cadre du préavis qui est donné à la suite de la rupture de la relation contractuelle, ce préavis, qu'il soit suffisamment long ou pas, ça c'est un autre débat, doit dans tous les cas s'exécuter conformément à l'exclusivité territoriale qui a été convenue. Oui, c'est très important ça. Donc là aussi, on voit que c'est pour ça qu'il faut des avocats qui soient derrière ce genre d'opération. Une rupture n'est jamais quelque chose de neutre, elle a toujours des conséquences. Et donc, il est nécessaire là-dessus, il faut toujours, c'est un vrai diagnostic de regarder les clauses de rupture hein, dans les contrats et les moyens de sortir d'un contrat. Oui. Quatrième cas de piège à éviter, c'est de considérer que seule la rupture brutale va donner lieu à l'application du régime. Il y a une coquille, c'est la rupture totale, excusez-moi. Totale, hein, oui. Donc effectivement, on l'a vu, il n'y a pas uniquement une résiliation totale du contrat, mais certains éléments, une baisse progressive effectivement des commandes, tous ces éléments-là sont des éléments qui permettent de justifier d'une rupture partielle et partant de faire entrer la victime dans le cadre du régime. Parfait. Et donc, cinquième cas, c'est qu'est-ce qu'on peut recommander? De s'assurer effectivement, quand vous représentez une victime, de verrouiller l'absence de manquement grave de la victime de la rupture pour ne pas effectivement agir alors que vous avez une vraie gravité du manquement derrière, ou en tout cas, de documenter en contre sur l'absence de gravité du manquement, puisqu'on peut peut-être vous l'avancer. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on dit que la rupture est justifiée par des manquements que vous n'avez pas à vérifier que ces manquements sont considérés comme des manquements suffisamment graves pour pouvoir exclure effectivement le régime. Donc, le manquement suffisamment grave, ça veut dire qu'il y a un examen, une analyse de la jurisprudence pour voir si, dans pareilles circonstances, ça peut être considéré comme étant quelque chose de grave. Là aussi, c'est un vrai travail. Il faut suivre un petit peu toute la jurisprudence dans la concurrence, parce que le manquement grave, c'est pas simplement le fait de dire qu'il y a un manquement. Il faut qu'il soit dans une situation, ils mettent en fait l'autre partie dans une situation où on est presque on peut plus exécuter, on a du mal à avoir un fonctionnement normal et régulier de la situation contractuelle. C'est ça, en fait. Oui, on est presque, si on fait un parallèle qui n'est pas très juste juridiquement, mais pour avoir un petit peu l'image, c'est presque comme une faute lourde, si vous voulez. Le manquement grave, c'est vraiment quelque chose de particulièrement grave, comme une faute lourde pourrait être reprochée effectivement à un salarié. Oui, sauf que oui, d'accord, mais on n'est pas dans une démarche dolosive, là. On n'est pas dans. Non, absolument pas. D'accord. Là, on est dans quelque chose qui est. Nous, on le voit très bien dans nos contrats informatiques, on est au-delà de l'anomalie qui est bloquante. Hein, on est vraiment dans quelque chose qui fait que l'exécution du contrat est tellement perturbée que sa gravité est telle que on ne peut plus continuer la relation. On doit y mettre fin et on n'a pas d'autre choix. Alors là, c'est aussi un vrai accompagnement de l'avocat. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place tous les éléments qui vont permettre de décrypter la situation et rapporter tous les éléments qui permettront, en cas de litige, d'apporter la preuve à un juge
que l'on était dans une situation grave. Alors, on peut le dire parce que dans ces litiges de concurrence, on est toujours avec les preuves sont toujours faibles et on n'a pas tout un design préjudiciel, ce que l'on bâtit, si vous voulez, régulièrement. Et là, il faut vraiment le traiter. Il faut construire un dossier de telle manière où on va pouvoir être à même de pouvoir apporter les preuves que nous étions dans une situation grave qui ont impliqué une rupture. Chacune des étapes qui permettent de qualifier effectivement la relation commerciale, son caractère établi, la brutalité de la rupture et donc l'absence de manquement grave ou en tout cas la contestation du manquement grave invoqué doit faire l'objet d'appels de documentation très très précis. Il doit faire l'objet d'un dossier avec une communication de pièces qui soit spécifique à l'ensemble de ces qualifications pour permettre d'emporter la conviction effectivement du tribunal sur la base de pièces qui soient reliées par des dossiers thématiques, si vous voulez. Alors, Ève, là, il y a une question qui nous est posée, qui est très intéressante et qui va nous permettre de faire une discussion, parce que le propre d'un club, et notamment le propre des clubs Jessica, c'est justement de susciter des questions. Alors, il y a Marie qui nous dit, mais est-ce que finalement, il ne faut pas voir ici un parallèle avec la faute grave et le préavis en droit social, avec cette hiérarchie, cause réelle et sérieuse, faute grave, faute lourde. Et avec un autre point, c'est que dans les contrats commerciaux, on a la possibilité d'avoir des clauses limitatives de responsabilité. Et donc, il pourrait dire que dans tous les cas, même s'il y avait une faute, alors on va voir comment on pourrait articuler tout ça. Alors, d'abord, répondons à la question de Marie. Est-ce qu'on peut faire une analogie? Est-ce que c'est un bon moyen ou est-ce qu'il faut aller au-delà, puisque le droit de la concurrence, lui, crée sa propre, j'allais dire, jurisprudence, sa propre doctrine? Non, c'est une analogie qui peut être faite parce qu'elle permet effectivement de donner de la granularité au caractère grave en fait qui est exigé. Et c'est vrai que pour le coup en droit social, la granularité entre les différentes typologies de fautes et les conséquences qu'elles emportent est bien réalisée. Donc ça répond à tout, enfin ça parle si vous voulez à tout juriste. Donc l'analogie est bonne. Après, et là je rejoins ce que vous venez de dire Gérard, il convient quand même, et ça c'est le propre, aussi au droit de la concurrence, mais là, dans ce cadre-là, de quand même documenter au niveau de la jurisprudence et pas de la jurisprudence qui est propre à la rupture brutale exclusivement, mais dans la jurisprudence sur le contentieux contractuel, de ce qui pourrait être qualifié ou ce qui a été qualifié comme un manquement grave. Je m'explique. Il y a une vraie incertitude et un aléa judiciaire important sur cette notion de manquement grave qui est donnée par le Code de commerce, qui n'est pas définie par le Code et qui donc est définie par la jurisprudence qui est rendue dans ce cadre-là ou dans le cadre des contentieux commerciaux plus généralement. Alors, mais justement, parce que là, peut-être on pourrait voir un peu la force du droit de la concurrence, parce qu'il y a le manquement grave et puis il y a des manquements graves qui sont aussi considérés comme étant des abus. Donc, est-ce qu'il y a toute une jurisprudence du droit de la concurrence autour de ces manquements graves, de ces manquements, et où s'arrête le manquement grave et où commence l'abus? Alors, on peut considérer que le manquement grave, c'est dans une relation entre parties, alors que l'abus, elle est plutôt généralisée. Mais est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que vous, qui êtes une experte du droit de la concurrence, ma chère Ève, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Non, vous avez raison. En fait, le manquement grave s'exprime dans le cadre d'une relation entre deux parties. L'abus, finalement, il découle, si vous voulez, de la rupture brutale et il découle des relations entre des tiers. En droit de la concurrence, le caractère abusif et la distorsion de concurrence tient généralement dans des relations entre concurrents qui, effectivement, ne remplissent pas les conditions posées d'une concurrence saine et loyale. Donc là, pour répondre à votre question, le manquement est analysé au niveau effectivement des obligations contractuelles et des engagements qui ont été pris par chacune des parties. L'abus en tant que tel tient dans la rupture brutale et dans la pratique restrictive de concurrence qui est considérée comme anticoncurrentielle. Ouais, alors quand même, il y a quand même un risque, parce que je suis dans un contrat, je veux sortir de ce contrat. Je vais devoir qualifier la situation de grave,
d'inexécution grave, de manquement grave pour pouvoir sortir de ce contrat. Je ne veux plus contracter, je ne veux plus rester avec cette partie. Et de l'autre côté, on a la possibilité de dire oui, mais attention, si vous ne respectez pas un certain préavis, là, on va tomber sur le piège de la rupture établie, de la rupture des relations établies. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est compliqué là-dessus et qui montre qu'il faut quand même une certaine expertise dans le traitement de ce type de dossier et qu'il ne faut pas d'un revers de la main de qualifier le manquement grave pour pouvoir ensuite rompre la relation. Donc, c'est là où l'avocat, il faut faire très attention dans toutes les consultations, peut-être on pourrait l'indiquer, ou lorsque vous avez un service juridique ou un client qui vient vous voir et qui vous demande de lui faire une consultation en disant que finalement, le seul moyen, c'est de sortir par un manquement grave. Donc là aussi, vous dites bien de faire très attention à cette qualification qui pourrait être faite, alors qu'on n'était pas du tout, on était dans un manquement, effectivement, mais il n'était pas suffisamment grave pour permettre une rupture. Oui, ça veut dire que si vous voulez partir dans une rupture, il faut prendre en considération, si vous voulez être en risque, 0 n'existe pas, mais en tout cas en risque très amoindri, il faut, justifier d'un préavis suffisant et prédocumenter effectivement le caractère, grave ou pas grave, si en fonction de quelle partie vous représentez effectivement, des agissements qui se sont passés et qui ont abouti à la rupture. Alors, Il faut être puisqu'on très s'adresse à des professionnels, on pourrait dire que chaque fois qu'on qualifie la situation de grave, de manquement grave, il y a un risque que prend en fait le conseil dans sa recommandation. Et donc, il faut prendre toutes les mesures nécessaires de précaution pour expliquer que, en fait, ce n'est pas si évident que ça. Et donc, ou alors l'appuyer et l'itérer sur toute une série de points qui sont importants. Très bien. On a essayé de susciter à nos amis un débat, des questions. Ah, si. Alors là, voilà, il y a une question qui nous arrive. L'inexécution d'un contrat, mais alors peut-être qu'on pourrait revoir un peu ces questions. Je vous la donne. Il me semble qu'il y a une difficulté procédurale en cas de rupture partielle. Si je ne m'abuse, on peut recourir à la médiation pour une exécution d'un contrat, mais en cas de violation du droit de la concurrence qui relève de l'ordre public. Alors, on va peut-être sereinement envisager une médiation s'il y a une rupture progressive qui pourrait relever du régime juridique de la rupture des relations établies dans la concurrence. Alors, je pense que la médiation, en fait, elle est en amont parce que dans les contrats, il y a toujours une clause pour essayer de régler le problème. Là, on est dans une situation où peut-être qu'on pourrait parler justement de relations établies et puis de la médiation. Oui, alors là où l'intervenant qui a posé la question a raison, c'est qu'on est dans un régime d'ordre public. Donc, vous ne pouvez pas contractuellement renoncer par avance à l'applicabilité de ce régime. Ça, c'est un point important. Maintenant, je vous rejoins, Gérard, vous avez tout à fait dans le cadre de contrat des possibilités de médiation et avant effectivement la rupture, et si vous sentez que la rupture doit arriver parce que le contrat ne vous apporte plus ce que vous vouliez qu'il vous apporte au début ou que vous avez vous-même réorganisé votre activité, vous pouvez tout à fait, tout ça n'empêche pas une logique, si vous voulez, contractuelle et une logique d'entreprise de se dire ce contrat doit s'arrêter à terme et on va prendre les choses en amont pour accompagner notre co-contractant dans cet arrêt et pour ne pas rompre justement brutalement. N'oublions jamais que le régime s'applique si vous êtes dans le cadre d'une rupture brutale. Si la rupture n'est pas brutale et que vous avez accompagné votre co-contractant, que vous l'avez averti, que vous l'avez éventuellement aidé à trouver d'autres contrats, d'autres partenaires, recommander d'autres gens, vous ne serez pas dans l'applicabilité de ce régime. Maintenant, et pour revenir sur la partie transaction, vous ne pouvez pas y renoncer par avance. Néanmoins, une fois que la rupture a été actée et que le préavis a été donné, vous pouvez tout à fait transiger sur les modalités de sortie et donc, après, accompagner effectivement pour limiter votre risque. Vous n'êtes pas uniquement obligé d'aller devant une juridiction. Oui, alors on pourrait quand même indiquer, Ève, que en fait, le réseau Jessica, dans ses lignes d'action pour 2021, encourage et souhaite favoriser la médiation. Donc, il y a toute une série et tous nos confrères, en fait, sont dans cette démarche. Mais il faut expliquer que lorsque l'on est dans la rupture des relations établies, si les médiations avaient eu lieu,
on n'aurait pas besoin d'aller vers la rupture des relations établies. Justement, la médiation, elle serait justement pour protéger ces relations établies, pour les pérenniser, pour les appuyer. Donc là, en fait, on est en dehors. La médiation, là, n'a plus d'effet. L'impact de la médiation ne peut plus fonctionner puisque justement, une des parties veut partir et en fait, elle se trouve dans une situation dans laquelle elle ne peut plus continuer. Et donc, là-dessus, on est vraiment dans le litige. J'allais dire que ce droit soft de la médiation, qui était là pour essayer de pérenniser les relations et de sortir d'une manière, j'allais dire, douce, n'a plus lieu là, puisque en fait, on a besoin d'aller dans la brutalité pour pouvoir se désengager. Donc, on voit très bien que, et c'est extraordinaire de commencer le droit à la concurrence par ce point qui est une des actions. La médiation est quelque chose qui permet de pérenniser des relations, de sortir d'une manière, j'allais dire, douce, alors que là-dessus, la relation établie lorsqu'elle devient brutale, eh bien, c'est le droit, c'est le litige, mais c'est l'autre partie, l'autre versant, sur lequel, en fait, j'allais dire que c'est un peu comme l'avocat, il a deux solutions, il a la solution douce, il a la solution forte. Là-dessus, il y a aussi une protection, et c'est ce qui est tout à fait intéressant, de montrer que l'avocat est un bouclier, mais il est aussi, j'allais dire, une lance. Et là, nous sommes par rapport à cette deuxième partie qui est la lance, qui est dans l'action par rapport à un départ qui est brutal. Hein. On va là-dessus. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle question. Exemple de durée des relations courtes. Alors là, on nous pose la question avant de rentrer dans la troisième partie. On nous dit 1 an, mais de nombreux investissements réalisés par croyance légitime que la relation perdurera. Alors là, c'est une faute peut-être, parce que si vous voulez, lorsque l'on fait des investissements qui sont importants, ça c'est les contrats de très courte durée, il faut savoir que normalement, chacune des parties, et là je rappellerai quand même à l'intérêt des contrats, des préambules dans les contrats. Parce que dans le cadre d'un préambule d'un contrat, on verra qu'à la fin du préambule, on dit après une phase de négociation où chacune des parties a pu poser toutes les questions, a pu examiner l'expression des besoins, a pu avec l'autre discuter, etc. Il a été arrêté convenu, ce qui suit. Donc, il a été prévu qu'il y avait des investissements et que le contrat pouvait s'arrêter à la fin. Donc, la relation établie, normalement, elle est au-delà d'un an, elle est pour les 2 ans. C'est à partir de 2 ans, de toute façon, et c'est ce type de contrat. On va dire que des contrats qui sont renouvelables par tacite reconduction de 1 an, il y a un investissement qui est fait par une des parties. Je la vois mal ensuite aller demander la croyance légitime que la relation allait durer. Là aussi, alors peut-être que si l'autre partie a laissé faire et a laissé croire que cette relation, mais elle va se dégager justement en montrant qu'il y a des manquements qui ne sont pas que des simples manquements, ce sont des manquements qui sont graves. Donc là, il y a un débat et c'est aussi de l'ordre judiciaire. Voyons maintenant comment peut-on faire, puisqu'on est sur ce type de litige, Ève, qui sont l'assistance et la représentation des victimes dans le cadre de la rupture de la relation commerciale établie. Je rappelle que le réseau Jessica est un réseau d'avocats et donc ce qui intéresse les avocats, c'est justement d'accompagner, d'assister, de représenter en fait les parties, alors soit parce qu'elle est victime, soit parce que, enfin dans les deux cas, elle est victime. S'il y en a une qui veut se dégager et l'autre qui n'accepte pas ce dégagement. Donc, comment peut-on voir les modalités de l'action en justice? Oui, alors il m'a semblé important quand même qu'on précise effectivement ces points-là, puisque on ne peut pas agir devant toute juridiction. Le contentieux, effectivement, lié aux pratiques restrictives de concurrence découlant d'une rupture brutale de la relation commerciale établie est effectivement confié à 8 juridictions, incluant Paris, au rang desquelles figurent Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Rennes. Et donc Paris, ça fait partie du code de commerce. À l'article D42.3, vous avez la liste effectivement des juridictions qui sont des juridictions spécialisées. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas aller devant n'importe quelle juridiction. Et lorsque l'on a ce type de litige, il faut savoir devant quelle juridiction va. C'est une action de recevabilité. C'est-à-dire que si on ne va pas devant ce type de juridiction, il y a un problème de recevabilité de l'action.
Exactement. Et vous aurez le même problème puisque l'entonnoir se resserre au niveau de l'appel, puisque au niveau de l'appel, seule la Cour d'appel de Paris est compétente. Alors, si j'ai un litige à Toulouse, je dois aller où, à Rennes, ou je dois aller à Paris? Ou est-ce que je peux aller à Rennes et à Paris? Vous allez dans les juridictions, effectivement, qui est la plus proche de la juridiction la plus compétente, en fait. Mais alors, oui, mais si je suis à Bordeaux, Paris, c'est à 2 heures, et Rennes. Vous aurez… Bordeaux, ça fait partie des juridictions qui sont compétentes, pour le coup. Ah, d'accord. Bordeaux, c'est bon. Vous avez Marseille-Bordeaux dans le sud. Bon, Fort-de-France, effectivement, on est un peu plus loin. Lyon, Rennes, Tourcoing tout en haut et Nancy. Parfait. Donc ça, c'est bien à voir. Là, c'est un point important à dire. Alors ensuite, devant quelle juridiction agir? Ensuite, l'action, est-ce qu'il y a une nature particulière de l'action? Oui, alors, juste pour terminer sur la juridiction agir, donc 8 en première instance, une seule, la Cour d'appel de Paris, effectivement compétente en appel. Donc ça veut dire que, alors, à la fin, c'est-à-dire on peut aller devant les juridictions que vous avez citées, mais s'il y a un appel, c'est forcément devant. La Cour d'appel de Paris. Et là, je fais juste un petit point moins. Le cabinet AS, qui est membre du réseau Jessica, est prêt à prendre tous vos dossiers, puisque en fait, on est sur ces questions-là de l'appel. Donc, nous, on est membre du réseau Jessica, et justement, on a cette compétence et cette spécialité. Et c'est vous, Ève, qui êtes l'illustre représentante. Donc, c'était intéressant aussi que nos confrères avocats vous connaissent et voient un petit peu ce qu'on peut vous apporter. Je vous laisse continuer. Et en point de précision, sachez qu'il n'est pas possible de déroger par une clause attributive de juridiction à la compétence de ces 8 juridictions spécialisées. Donc, si vous êtes dans le cadre d'un contrat qui fait une attribution de juridiction au profit d'une juridiction de première instance qui n'est pas dans la liste de ces 8 juridictions spécialisées, la clause attributive de juridiction ne peut pas vous être opposée et en tout cas ne peut pas servir à fonder une demande en irrecevabilité. Ouais, elle est nulle, cette clause. Exactement, tout à fait. Cette compétence, enfin, je termine, vaut que vous soyez au fond ou en référé, on le verra avec les différentes voies d'action derrière. Sur la nature de l'action, la question s'est posée effectivement, puisque dans le cadre d'une relation contractuelle, on est dans le cadre d'un contrat, est-ce que l'action a une nature contractuelle ou Juste une chose, Ève, pour être très concret et réactif par rapport aux questions que nous posent nos amis qui nous suivent et qui nous font ce plaisir et cet honneur. On me demande si vous pourriez redonner le visa du Code de commerce qui énumère en fait les 8 juridictions concernées. D42.3. D42.3, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà, on est interactif, vous voyez, dans le Club Jessica concurrence. On continue. Donc, la question est de savoir si l'action est une action qui est une action contractuelle ou une action qui a une autre nature. Initialement, enfin, comme ça, de premier abord, on se dit on est dans le cadre d'un contrat, on rompt un contrat, on est dans le cadre d'une action qui a une nature contractuelle. Et non, c'est une action qui a une nature délictuelle. Vous engagez, enfin, l'auteur de la rupture engage sa responsabilité délictuelle. Ça a une importance si vous devez faire une action et vous devez aussi, pour le non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, il faut faire attention. Donc, fondez bien effectivement vos demandes sur la rupture brutale de la relation commerciale établie au niveau délictuel. Si par extraordinaire, vous avez aussi des demandes qui soient des demandes de nature contractuelle, il faut qu'elles aient si elles ont un même fait générateur, il faut qu'elles causent un préjudice distinct. Donc, nature délictuelle de l'action, je précise quand même pour être complète, et c'est assez surprenant qu'au niveau européen et selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'action a une nature non pas délictuelle, mais contractuelle. Juste une petite question qui est posée là pour être toujours réactif et pas laisser de questions de côté. On me demande comment peut-on distinguer, Ève, entre la rupture partielle et une simple baisse de commande. À partir de quand, ou on pourrait la poser autrement, c'est à partir de quand une baisse de commande pourrait être considérée comme déjà un départ, une rupture partielle. C'est peut-être les circonstances d'espèce. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est en fonction des circonstances, c'est-à-dire est-ce que la baisse de commande n'a aucun et factuelle, voilà. Voilà, ou est-ce qu'elle est justifiée par des difficultés, comme on pourrait avoir, je ne sais pas, moi, vous avez effectivement une problématique là, sanitaire qui peut justifier qu'on commande moins de choses ou au contraire qu'on en commande plus parce que les gens sont plus en demande d'eux.
voilà, c'est les circonstances de l'espèce qui vont vous permettre de Ouais. savoir si cette baisse de commande a un vrai fondement Et puis, ou si elle vise juste à arrêter et à couper le robinet. oui, en plus, il y aurait rupture partielle parce que cette baisse de commande, elle n'est pas liée à un moment, elle est régulière. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une tentation à dégager le partenaire et on baisse ses commandes petit à petit, effectivement. Donc, c'est dans la durée. Et donc, c'est peut-être la différence entre une baisse de commande qui, à un moment donné, avec des reprises, et donc, généralement aussi, quand celui qui veut partir, il fait des baisses et puis il fait des reprises de telle manière, enfin voilà, pendant la période de préavis, à montrer qu'il y avait une relation qui était normale. Donc là aussi, c'est un point intéressant. Oui. L'action. Alors, sur la prescription de l'action, elle est de 5 ans puisque vous êtes en nature délictuelle, pardon, et elle est de 5 ans et vous partez du point de départ de la rupture, donc qu'elle soit totale ou partielle. Sur les voies d'action, n'hésitez pas à activer les 2 leviers du référé et de l'urgence, en tout cas de la procédure plus rapide et du fond. Le référé aura pour objectif, non pas d'obtenir une provision sur le préjudice à venir, mais d'obtenir sous astreinte la continuité de la relation. Vous pouvez avoir, dans le cadre des victimes que vous assistez, une nécessité que pour qu'elles puissent se réorganiser, elles aient un flux d'affaires qui continue pendant la durée du préavis qui aurait dû être consenti, parce que ça leur permet d'avoir une activité commerciale, d'avoir des rentrées d'argent et partant, de pouvoir se reconvertir. On pourrait également dire qu'on pourrait même aller demander devant le tribunal en référé que cette période soit au moins égale à 18 mois. Oui. Tout à fait. Au niveau du fond, vous n'êtes plus sur la poursuite de la relation, vous êtes sur l'obtention de dommages et intérêts tirés effectivement de la brutalité de la rupture. Elle vise effectivement uniquement à ça. Alors, écoutez, on continue avec nos pièges à éviter. Oui. On continue avec ce parcours. Je pense qu'il va y avoir 10 commandements, peut-être un peu plus, peut-être 12, on verra. Un peu plus, voilà, vous innovez. Alors, on va continuer avec ce 6e piège à éviter. Oui, donc c'est se méprendre sur la nature effectivement délictuelle de l'action, puisque vous avez le non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, donc il ne faut pas se méprendre. Et puis en plus, ça vient justifier après tout un régime de prescription de 5 ans, etc. Donc, bien avoir en tête que l'action, même si elle est en lien avec la fin d'un contrat, n'a pas une nature contractuelle, sauf au niveau effectivement du droit de l'Union européenne. Ce qui est intéressant avec cette question du droit de la concurrence et puis sur la question qu'on a posée, c'est qu'à la fois, on le voit, ça fait appel aux bonnes techniques contractuelles et civilistes et puis aux bonnes techniques procédurales. Et c'est en cela que cette matière est quand même assez passionnante et on est dans un club de concurrence, donc ça veut dire que vous vous intéressez aussi à cette matière. Elle est passionnante et riche parce qu'elle est diverse. Et c'est ce qui plaît en fait aux professionnels du droit, c'est cette diversité aussi. Alors, 7e maintenant point. 7e, agir bien évidemment devant une juridiction non spécialisée, interjeter appel hors de la Cour d'appel de Paris. Typiquement, vous avez agi à Marseille, vous interjetez appel effectivement pas à Paris. Bon, ben là, vous avez une irrecevabilité. Oui, on peut dire que tous les appels doivent être interjetés auprès de Paris. Donc, exactement. Ça, c'est tout à fait… Exactement. Et l'autre piège est de ne pas utiliser ce qu'on a appelé la palette complète des actions en fonction de la finalité et des objectifs de la victime. Vous pouvez préciser, je ne comprends pas très bien là, ce que vous voulez dire, et peut-être nos amis non plus. C'est quoi ne pas utiliser la palette complète des actions? C'est-à-dire d'activer le référé s'il est nécessaire d'activer un référé, de partir uniquement en indemnisation du préjudice au fond. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez avoir intérêt à obtenir sous astreinte la poursuite et la continuité de la relation, le temps de vous reconvertir. Obtenir des dommages d'intérêt au fond, on sait très bien en fonction de la juridiction et en fonction de l'audiencement des juridictions. En tout cas, à Paris, le Covid ne nous a pas aidés. Sur du fond, on est bien quand même sur presque 2 ans. Donc, pendant ces 2 ans-là, effectivement, la société n'aura pas obtention du préjudice et des dommages et intérêts. Et cette période-là est une période où il peut être intéressant, pas pendant les 2 ans du fond, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais il peut être intéressant le temps qu'elle obtienne ses dommages et intérêts et qu'elle puisse se reconvertir, d'activer effectivement un référé pour une poursuite de la relation, le temps qu'elle puisse avoir des moyens de se rattraper.
Oui, mais alors, Ève, là, j'ai Angéline qui me pose une question. Angéline est un avocat stratège. Elle a préparé son dossier, elle a tous les éléments, elle sait qu'elle ne va pas produire d'autres pièces, elle sait qu'elle est forte dans ses baskets, et donc elle se dit, je veux assigner à jour fixe. Donc, elle pose la question, est-il possible d'assigner à jour fixe, au fond, à jour fixe? Et est-ce que c'est une bonne stratégie? Finalement, mon dossier il est complet, je ne vais pas plus en rajouter, j'ai fait ma qualification de manquement grave, donc j'y vais. Est-ce que je peux faire est-ce que c'est un bon moyen et est-ce que c'est recommandé en l'espèce? Alors, moi, je ne l'ai jamais fait, donc je n'ai pas Voilà, l'expérience. Angéline, vous avez déjà une réponse. Vous êtes audacieuse. Donc, Vous c'est avez assez un bon dossier, c'est pour ça. Mais en soi, moi, j'ai toujours vu du référé ou du fond. Mais en soi, je ne vois pas pourquoi l'urgence ne justifie. Si on arrive à justifier de la nécessité de faire du jour fixe, je ne vois pas pourquoi ça serait impossible. Mais Bah, c'est-à-dire qu'il y a péril en l'en demeure. Le jour fixe ici va être utilisé parce que l'entreprise, elle est en train de la relation établie crée une telle désorganisation que si l'indemnité n'arrive pas vite, si l'entreprise ne sera plus là demain, c'est peut-être aussi un Alors, moyen. attention, là-dessus, j'apporte un élément de réponse, c'est que, et je viendrai les slides juste après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les dommages et intérêts que vous allez obtenir, ils viennent réparer la brutalité de la rupture. Ils Donc viennent c'est les 18 mois, c'est le chiffre d'affaires sur les 18 mois, c'est ça. exactement, ils ne viennent pas réparer la fin de la relation. Donc, quand vous allez motiver votre jour fixe en disant que moi, il y a péril dans la demeure et je risque effectivement de mettre la clé sous la porte et de licencier, attention, parce que ce n'est pas le préjudice dont vous pourrez obtenir réparation Et, sur le fondement du régime. et puis finalement, on peut vous dire aussi que d'une manière générale, dans ces litiges de concurrence, le temps est intéressant parce qu'on peut après trouver accord avec confrères et on peut essayer de négocier. Donc peut-être que le jour fixe est un moyen un petit peu brutal aussi, mais peut-être que c'est la réponse du berger à la bergère. Alors justement, puisqu'on est là, voyons un petit peu comment on peut réparer le préjudice, comment on peut l'évaluer et qu'est-ce que vous nous proposez par rapport à ça? Alors, sur la réparation du préjudice, il faut vraiment bien garder en tête que le préjudice réparable et qui sera alloué, enfin les dommages et intérêts qui seront alloués, visent uniquement à réparer le préjudice découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Il faut vraiment le garder en tête pour construire vos postes de préjudice et pour documenter vos postes de préjudice. Alors, juste une chose, on peut dire que nous, au sein du cabinet, on a bâti avec votre expertise des cartographies des préjudices, des designs préjudiciels, et donc c'est des bons outils qu'il faut avoir là-dessus dans ce type de litige. Hein. Il y a toute une organisation aussi à avoir parce qu'il va falloir être très précis au juge pour lui donner en fait une véritable cotation avec quelque chose qui est direct, certain et actuel. Exactement, et la plupart, ou en tout cas pas la plupart, mais beaucoup de dossiers ne sont des dossiers qui sont frustrants pour les victimes dans la mesure où elles n'ont pas suffisamment documenté leur préjudice. Voilà, on peut le dire aussi, c'est un vrai fléau pour les avocats. C'est que finalement, beaucoup ont de très très beaux dossiers, arrivent à démontrer manifestement une belle faute, enfin, arrivent à apporter les preuves, le lien entre la faute et le préjudice, et puis sur le préjudice. Alors là, c'est vraiment le flou total, on dit n'importe quoi. Il n'y a pas de point sur lequel, en fait, j'allais dire, économiquement, sérieusement, on peut demander un préjudice. Là aussi, ne serait-ce que pour le gain manqué, est-ce que c'est un chiffre d'affaires ou c'est la marge? En fait, si vous voulez, si vous êtes avec des avocats économistes tels que Ève, des avocats qui sont dans le droit de la concurrence, ils vont pouvoir après vous accrocher en disant que les demandes c'est du n'importe quoi, qu'on n'est pas la française des jeux, et à ce moment-là, montrer qu'effectivement, il y a un calcul qui n'est pas exact et qu'on confond chiffre d'affaires avec bénéfice, que bénéfice avec résultat, et que finalement, enfin, donc il y a toute une stratégie à mener, et donc peut-être on pourrait revoir ce parcours de la réparation du préjudice. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il Oui. faut avoir en main? Alors, comme vous êtes dans le cadre d'une action avec une nature délictuelle, vous allez devoir prouver traditionnellement une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Donc ça, vous allez devoir le documenter dans le cadre de vos, enfin, le spécifier dans le cadre de vos écritures et le documenter. Dans le cadre On peut très bien dire là sur ce point, dans nos dossiers, alors nous sommes quand même un cabinet qui est spécialisé dans le droit du numérique. Donc, c'est des combats que l'on a tout le temps
si vous voulez, la rupture des relations établies. Il y avait des marchés, on le voit, et pour tous ceux qui voudront se glisser sur ce domaine qui est l'avenir peut-être aussi du droit, le droit numérique, il faut savoir qu'on a beaucoup de procès pour rupture des relations établies, notamment dans les relations B2B qui sont la manne du numérique, il faut le dire. Alors, il faut quand même expliquer à nos confrères que dans beaucoup de dossiers, on a de bonnes fautes, mais on n'a pas de bons préjudices. Ouais. On a parfois de bons préjudices, mais on n'a pas de bonnes fautes. Et puis, le point, et sur lequel, en fait, on arrive à être vraiment une arme de démolition massive, il n'y a pas ces liens de causalité. Donc, il faut vraiment, comme vous l'avez dit, Ève, attirer l'attention de nos confrères sur bien documenter, bien apporter en fait les éléments qui vont montrer qu'on était dans une faute parce qu'il y a une véritable brutalité, que les préavis n'ont pas été respectés, que dans la forme et dans la durée, tout ça n'a pas été respecté. Et donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, au niveau du lien de causalité, bien entendu, il faudra démontrer que le préjudice, il vient de cette faute et ce n'était pas simplement avec une baisse de commande. C'était pas simplement, là, il y avait un vrai souci. On a surtout le blacklistage. On pourrait dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on écarte, alors parce qu'il y a des problèmes de réputation, parce qu'il y a des mauvaises livraisons, on voit par exemple sur ces cas avec Amazon, il y a toute une série de points qui sont très faciles. Et je le dis à tous nos confrères, la plupart des marchands aujourd'hui vont aller demain sur Amazon pour vendre leurs produits et Amazon va pouvoir les éjecter ou d'autres plateformes, ces discounts, etc., vont pouvoir les éjecter parce qu'ils ne répondent pas à certains critères où ils ont fait de mauvaises livraisons. Là, il y a quelque chose qui est brutal et c'est dans ce cadre-là qu'il faudra, bien entendu, bien documenter tout cela. Donc, il y a vraiment un point à faire. Et enfin, le préjudice, avec toute une jurisprudence de ces préjudices qui pourraient être, il y a la perte qui a été effectivement subie, la désorganisation que ça pouvait créer, mais il y a aussi ces notions de gain manqué, et là, il y a toute une jurisprudence qu'il faut suivre avec, j'allais dire, mettre en place une vraie veille. Est-ce que vous avez des points d'expérience à nous communiquer autour de Oui, alors ça? je suis rentrée un petit peu dans le détail sur gain manqué, perte subie, parce que je sais que nous, avocats, on n'est pas très bons. On est Non, très on bons est très bon, mais on a on est très besoin bons d'être amélioré. voilà. Voilà. On ne dit jamais à un avocat qu'il n'est pas très bon. On va lui dire qu'il doit Non, être. on est plus léger sur le préjudice, on est plus léger de manière générale, c'est vrai. Donc, le gain manqué, donc sur le préjudice réparable découlant effectivement de la faute tirée de la brutalité de la rupture, vous l'avez vu dans le slide précédent, c'est gain manqué, perte subie. Le gain manqué est défini comme la marge, et je reviendrai sur la notion de marge un peu plus tard, puisque est-ce que c'est la marge brute, est-ce que c'est la marge sur coût variable, la marge que la victime de la rupture pouvait escompter en fait avec le partenaire pendant la durée du préavis qui aurait été respecté. Donc, en gros, pour construire votre préjudice, vous allez devoir réécrire l'histoire. Vous allez devoir considérer et argumenter que le préavis qui vous a donné n'existait pas ou le préavis était insuffisant, que vous considérez que, eu égard à la durée de la relation contractuelle, tel temps était le temps normal de préavis, et donc que pendant ce temps de préavis, normalement, votre client aurait dû faire la marge suivante. Et cette marge-là, je vous explique dans 2-3 slides, il y a la méthode de calcul, hein, elle sera un peu spécifiée, mais c'est ce qui vous… C'est un secret que vous allez sortir, attention. Oui, je sais. Il faut éveiller l'attention, il faut créer l'émotion. Vous rappelez-vous, dans un webinaire, c'est toujours important. Attention, un moment important. Et donc, ce gain manqué-là est votre premier poste de préjudice. Le second poste est le poste de la perte subie, qui se décompose effectivement en 2 grandes parties. Les investissements dédiés à la relation commerciale que la victime a pu établir, que la brutalité de la rupture, en fait, lui a empêché d'amortir et qu'elle ne peut pas reconvertir facilement. Donc ça, c'est de la pure perte. Elle a investi pour une certaine durée. Là, finalement, la relation s'arrête avant. Elle n'a pas encore amorti la totalité de son matériel et elle est incapable, soit parce qu'elle avait demandé des matériels qui étaient très spécifiques à cette relation, de les réutiliser dans le cadre d'autres relations contractuelles. Avec les justificatifs, on est dans une démarche qui est purement objective. Il faut quand même le rappeler aussi. Et donc, on prouve ça. Et il faudra peut-être aussi, pour qu'on soit vraiment objectif, le matériel qui avait été acheté, il a été ou pas amorti et présenter aussi son amortissement, parce qu'on ne peut pas demander l'intégralité. Donc là aussi, il y a des points, il faut vraiment avoir un vrai discours objectif.
Oui. Et dernier point, c'est les coûts afférents au licenciement que la brutalité de la rupture a rendu inévitable. Donc, c'est la brutalité de la rupture qui fait que vous avez dû licencier. C'est pas le fait que vous ayez plus de contrat que vous deviez licencier. Mais je ne sais pas, par exemple, la rupture est arrivée soudainement, vous aviez embauché des intérimaires en plus. Pour pouvoir pallier à de nouvelles commandes, vous pensiez qu'il y aurait des nouvelles commandes selon la moyenne qui devait arriver, la période de l'année et l'activité dans laquelle exerce effectivement la société. Vous avez dû effectivement, comme il y a une rupture qui est intervenue, vous devez arrêter la totalité de ces CDD. Mais attention, cela ne veut pas dire, il y a une nuance, que vous allez pouvoir demander en perte subie des coûts afférents au licenciement parce que suite à cette rupture, vous n'avez pas réussi à vous reconvertir et vous avez 6 mois après mis la clé sous la porte. C'est vraiment les coûts de licenciement liés à la brutalité en tant que telle, à l'arrêt immédiat en fait, et pas aux conséquences de l'arrêt. Bien. Donc, sur les éléments de calcul du gain manqué, et pour vous permettre, puisque vous devez calculer cette fameuse marge qui aurait normalement dû être donnée en fonction du préavis qui aurait dû être normalement consenti, vous allez calculer vous-même ce préavis, ou en tout cas donner au juge un argumentaire et des pièces justificatives pour justifier du préavis que vous considérez comme étant celui qui aurait dû être dû. Ève, juste, on va expliquer. Là, vous avez la grille que l'on va présenter quand on fait notre cotation du gain manqué, que l'on va présenter ensuite au juge. Et donc, on a tout le détail avec le calcul du préavis qui aurait dû normalement être consenti. Et là, on va marquer la durée de la relation commerciale. On met en place la durée des usages commerciaux dans le domaine dans lequel on est, la dépendance économique du contractant, et c'est toujours un point sur lequel vous travaillez énormément, c'est-à-dire qu'on va montrer qu'au-delà de la relation établie, il y avait toujours une dépendance économique, ce qui appuie encore plus, si vous voulez, la démarche. Ensuite, les problèmes de difficultés que l'on rencontre pour trouver un autre partenaire sur le même marché, mais ce qui est important, c'est à un rang équivalent. Donc, on voit un petit peu toutes ces constructions. La notoriété en fait, on refait une sorte d'étude de marché, en fait, quelque part. Oui. La notoriété du produit échangé, le caractère qui a été particulièrement difficile pour se substituer à celui-ci, les caractéristiques qui étaient propres à ce marché considéré et les efforts que l'on avait mis en place, tout ce savoir-faire. Nous, on appuie toujours, on aurait pu vous le dire aussi, c'est aussi cette captation de savoir-faire. C'est aussi l'autre point sur lequel on reviendra un jour en expliquant toute la stratégie qu'il y a aussi de défendre son savoir-faire. Les obstacles éventuels à la reconversion en termes de délai, de coût d'entrée pour une nouvelle relation. L'importance également des investissements effectués dédiés à la relation commerciale et pas encore amortis et difficilement reconvertis. Donc, tout ça va permettre de donner un vrai chiffrage. Et donc là, effectivement, on a ce calcul qui permet de montrer que ce préavis, il y a aussi derrière ça un gain qui a été véritable, une perte qui est objective. Et puis derrière ça, il y a aussi le gain manqué. Et là, qu'est-ce que vous proposez pour ce gain manqué ? Comment on fait pour se le présenter ? En fait, on compare une fois que vous avez déterminé en fait la durée du préavis que vous considérez être le préavis juste et qui aurait dû être attribué. Sur cette période-là, vous allez comparer la marge qui aurait été perçue pendant ce préavis-là par rapport à la marge qui a été effectivement perçue. Donc, en réalité, la marge qui aurait été perçue, c'est si vous aviez effectivement une activité, une relation commerciale qui était poursuivie. Donc, normalement, la victime et vos clients sont capables de vous donner, ou en tout cas leur expert comptable ou leur commissaire aux comptes, le taux de marge en fait par rapport à la prestation réalisée. Et vous la comparez à la marge qui a effectivement été perçue. Donc, s'il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de marge qui a été perçue, effectivement. Et s'il y a un préavis qui est court, vous rapportez effectivement cette marge à la durée de ce préavis court. Alors, Ève, dans le cadre de ce club Jessica, pour montrer un véritable apport, pour montrer qu'on est très heureux d'avoir tous nos amis qui nous suivent, est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe une sorte de matrice ? On a bâti une matrice pour le calcul du gain manqué. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette matrice qui est le fruit d'une expérience importante dans ce domaine ? On vous écoute. Alors, la méthode de calcul du gain manqué, c'est la partie un peu la moins fun du webinaire, je sais. Mais en tout cas, vous allez prendre la moyenne de la marge
Alors là, je vous ai mis sur coût variable parce que justement, je vous ai dit qu'on allait en parler. Pendant un certain temps, on prenait effectivement la marge brute, c'est-à-dire prix d'achat moins d'achat moins prix de revente. Finalement, la jurisprudence est en train un petit peu d'évoluer et prend effectivement la marge sur coût variable, c'est-à-dire qui est obtenue via un calcul en fait entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée, moins les charges qui ne sont pas supportées par elle du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture. Donc, vous prenez la moyenne mensuelle effectivement de cette marge sur coût variable sur les 3 derniers exercices qui précèdent la rupture. Ça, généralement, c'est pas vous qui allez le faire en tant qu'avocat. Vous allez faire appel à l'expert comptable ou au commissaire aux comptes qui sera capable effectivement de vous sortir sur les bilans la marge moyenne qui est faite sur la marge de surcoût variable. Ils comprennent très bien ce que ça veut dire. Et ils vous font une moyenne effectivement sur les 3 derniers exercices. Là aussi, petit détail et petite information. Si l'entreprise a un expert comptable, un commissaire aux comptes, vous le demandez au commissaire aux comptes. Pourquoi? Parce que la preuve, l'attestation du commissaire aux comptes est plus, j'allais dire, probante, plus, j'allais dire, effective que celle du commissaire, de l'expert comptable. Pourquoi? Parce que le commissaire aux comptes certifie la régularité. Donc, c'est une preuve qui a beaucoup plus de poids et que vous pouvez défendre en disant j'ai le rapport, voilà le point. Donc ça, c'est juste, ça dépend bien entendu la taille et l'entreprise, mais si vous avez un commissaire au compte, demandez-la au commissaire au compte. Oui, On et continue. demandez une pièce que vous pouvez produire. Vous pouvez très bien, vous, assister à l'entreprise victime en lui disant voilà ce que je dois chercher, voilà ce qu'il doit calculer, comment il doit le calculer. Vous pouvez très bien être mis en contact aussi par votre client avec l'expert, le commissaire aux comptes pour lui expliquer ce que vous cherchez et ce qui vous documente une pièce que vous pourrez effectivement vous produire dans le cadre de vos pièces. C'est très important. Donc, une fois que vous avez cette moyenne mensuelle, vous la rapportez en fait au nombre de mois de préavis que vous avez calculé dans le cadre de la précédente étape, que vous considérez effectivement que votre client aurait dû bénéficier. Donc, vous rapportez ça et ça vous donne le gain manqué. Ça paraît Parfait. C'est un bon secret, ça. Voilà, là, on a fait quelque chose. Donc, tout ça nous permet. Est-ce que vous avez des questions sur ce calcul, sur la démonstration de ce point? Est-ce que vous avez des petites histoires à nous raconter, vous, Ève, par rapport à ça, dans une démarche avec des calculs? Est-ce qu'on va en expertise là-dessus ou est-ce que c'est suffisant le fait d'avoir une attestation du commissaire au compte ou d'avoir fait appel à un expert qui est en droit économique? Alors, tout dépend de l'ampleur du dossier, je pense. Certains clients n'auront pas effectivement, malheureusement, les fonds pour pouvoir partir en expertise. Alors, quand on parle d'expertise, moi, là, je vous exprime en expertise non contradictoire et pas en expertise judiciaire, hein, parce que sinon, ça rajoute des années. Mais en expertise non contradictoire, bon, c'est quand même un coût qui est certain, avec quand même l'aléa sur l'expertise non contradictoire que la posture en face, et on peut la comprendre, on l'a tous fait, est quand même de dire oui, bon, vous avez un peu téléguidé l'expert, vous lui avez fait quand même dire ce qu'il avait bien envie de dire. Donc en réalité, bon, c'est quand même sujet à débat. On peut avoir le même reproche par rapport à une attestation du commissaire aux comptes. Ce que je sais d'expérience, c'est que souvent, on a tendance à donner un chiffre et puis à fournir l'attestation de l'expert comptable et à s'arrêter là. Il est très important dans le cadre de vos écritures de vous approprier, vous, l'attestation fournie par le commissaire aux comptes ou l'expert comptable et de traduire dans le cadre de vos écritures votre méthode de calcul et de la documenter. De la documenter au maximum. Là, c'était pour le calcul du gain manqué. Quand vous êtes dans la partie perte subie, vous allez devoir demander soit à l'expert comptable, soit au CAC, effectivement, de justifier de ces fameux amortissements qui ne sont pas terminés, des éventuels licenciements. Tout ça, présentez-les dans le cadre de vos écritures sous forme de tableaux clairs avec des pièces qui sont associées à chacune. Ça donnera de la lisibilité au juge et vous, d'expérience, je peux vous le dire, ça vous donnera aussi une facilité quand vous allez reprendre le dossier et que vous allez devoir aller le plaider, de retrouver vos petits et de ne pas passer 3 heures à gérer la préparation de votre audience de plaidoirie, étant précisé qu'à Paris, quand même, on peut être amené à plaider sous forme d'observation.
Et donc, on ne déroule pas nous-mêmes tout le temps notre propre petite histoire et on est interpellé par les juges sur différents éléments puisqu'ils ont consulté le dossier au préalable. Et souvent, on est interpellé sur le préjudice. Oui, puis même en appel, le juge rapporteur a déjà présenté, a présenté le dossier, enfin le conseiller rapporteur a présenté le dossier, et c'est vrai qu'on n'intervient que par questionnement, hein, sur la base d'observation. C'est une méthode interactive qui permet aussi d'avoir un vrai débat, parce que souvent, c'est des vraies questions qui sont posées à ce moment-là, quoi. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Écoutez, Ève, c'est très bien tout ça. Vous pouvez peut-être nous dire, alors j'ai vu que ce n'est pas 10 commandements, mais c'est 11 commandements, 11 pièges à éviter. Oui. Bon, on va aller voir ensemble, si vous voulez, dans cette dernière partie de votre présentation. Donc, quels sont les pièges à éviter? Le piège numéro 9. Donc, c'est se méprendre sur la nature du préjudice réparable. Je vous l'ai dit, on ne répare que le préjudice découlant de la brutalité de la rupture et non le préjudice découlant de la rupture en tant que telle et des conséquences de la rupture qu'elle peut avoir pour la société. Donc, faites très attention quand vous documentez vos postes de préjudice et quand vous conseillez vos clients parce que, bien évidemment, une entreprise victime aura tendance à faire la confusion tout à fait légitime quand on n'est pas juriste entre le préjudice découlant de la brutalité et le préjudice découlant de la rupture. Lui, il va se dire, j'ai un flux d'affaires qui est arrêté, un robinet qui est serré, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de licencier, je suis obligé de vendre certaines choses aux enchères, je suis obligé de me mettre en redressement judiciaire, etc. Donc, il faut bien canaliser votre client pour qu'il vous aide, vous, après, à aller chercher les bonnes pièces. Autre point, autre piège, le 10e alors, c'est sur la période, en fait, le temps. Oui, la période qui ouvre droit à indemnisation, eh bien, non pas le préavis contractuel, comme on l'a dit au début, non pas le préavis qui vous a été accordé, si un préavis a été accordé ou en tout cas proposé par l'auteur de la rupture, mais le préavis qui aurait dû normalement être consenti au regard des différents critères qui sont effectivement votre degré de dépendance économique, la nature de la relation contractuelle, la durée de la relation contractuelle, les usages, etc. Et enfin, le 11e. Et le 11e, on en a longuement parlé juste avant, ne pas suffisamment documenter votre préjudice avec les bonnes attestations, les tableaux de synthèse qui sont effectivement efficaces et les méthodes de calcul que vous avez pu utiliser. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les 8 juridictions qui sont compétentes pour le tribunal pour les problèmes? Alors, juste une chose, c'est des litiges qui sont en droit commercial et c'est devant quel tribunal qui sont portés? Devant le tribunal de commerce, vous êtes entre deux relations, entre deux personnes commerçantes. Donc, ce sont en première instance, donc c'est devant quels sont ces 8 tribunaux? Donc, vous avez Marseille, Oui, Bordeaux, oui. Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Rennes et Paris, le dernier. Alors, d'accord. Alors, donc ça, c'est très bien. Donc, il faut dire à nos confrères qui nous suivent que dans ces villes, vous avez des avocats du réseau Jessica qui sont prêts à vous accompagner, qui vous présentent une expertise et on va tout faire aussi pour que vous puissiez les rencontrer dans ce club concurrence, puisque c'est l'objectif aussi, c'est que vous connaissiez les avocats du réseau Jessica. Ensuite, pour l'appel, quel est le tribunal compétent et le seul compétent? La Cour d'appel de Paris uniquement, quel que soit le premier degré de juridiction qui a statué, et si ce n'est pas Paris, c'est quand même Paris. D'accord, bon ben là, on peut vous dire que c'est le cabinet à Paris, puisque c'est nous qui sommes sur Paris hein, là-dessus. Et ensuite, après, si ça ne va pas, on peut aller aussi en cassation ou même Oui, devant la Cour européenne de justice. C'est aussi des points importants. oui, si vous Juste êtes, une petite si chose. vous avez une question préjudicielle ou que vous êtes dans le cadre d'un litige qui soit un litige international, là, on n'a pas abordé ce point-là parce que c'est encore plus compliqué, mais on était dans un cadre franco-français, mais vous pouvez effectivement, par le biais des plateformes et ce genre de choses, avoir des problématiques qui sont liées effectivement à, typiquement, je vous donne un exemple, Booking a trait et soumet à une loi qui n'est pas la loi française et peut tout à fait effectivement rompre un référencement d'un hôtelier sur sa plateforme. Comment est-ce que vous utilisez ce régime-là et devant quelle juridiction vous allez agir et est-ce qu'on peut faire sauter les clauses attributives de juridiction qui sont dans tous les contrats avec les grosses plateformes, considérant que c'est un régime d'ordre public, etc.
Donc ça, c'est Et tout un ça, on peut dire qu'en fait, pourquoi on a voulu aussi traiter ça, c'est que en fait, c'est pas que du droit pour grandes entreprises. J'allais dire la rupture des relations établies aujourd'hui avec toutes ces plateformes qui sont là, c'est l'hôtelier, c'est dans toutes dans tout ce qui est dans le domaine de la réservation, dans le côté du commerce avec les artisans, c'est dans le domaine du bricolage. Enfin, c'est moult et varié dans tout le domaine du service, etc. À tout moment, on peut à un moment donné être exclu d'une manière brutale. Et donc, il y a quand même un choix. On me pose une question, c'est Bruno qui nous pose la question, Ève. Merci Bruno de nous poser cette question. Ces règles françaises sont-elles issues d'un règlement européen et sont-elles reconnues au niveau européen? Un exemple, une victime française contre un montant du montant d'indemnité, montant du dommage convenu. Je ne sais pas là, j'ai pas bien compris. Mais enfin, bon, il y a bref. des règles effectivement européennes au niveau. Enfin, la rupture brutale des relations commerciales établies est quand même une spécificité française. Donc, au niveau européen, vous avez des règles qui ont vocation à protéger effectivement, mais qui ne seront pas. C'est pas issu d'un règlement. Il faudra passer par d'autres contournements. Très bien. Bien, bah écoutez, c'est très bien. Bah écoutez, c'est le moment du débat. Merci, merci Ève. Peut-être on peut voir le dernier slide pour Oui, tout à qui fait. clôture. Voilà. Écoutez, merci en tout cas Ève pour cette très belle présentation fort intéressante où vous nous avez livré quelques secrets et puis des pièges à éviter. Si vous avez des questions, c'est l'objet même d'un club. On peut en débattre, n'hésitez pas. Et sinon, on va vous présenter les. Alors, on me demande même question que Bruno, mais pour les États-Unis, choix de la loi de New York ou de Californie, me pose-t-on. Alors, c'est vrai aussi que là aussi, quand on va sur les États-Unis, chaque État a sa propre juridiction. Qu'est-ce qu'on fait pour ces relations établies lorsqu'on est banni d'une activité aux États-Unis? Alors, c'est toute la problématique sur qui est pu avoir avec les arrêts Expedia et Booking, hein. Donc, quand vous avez effectivement une grosse plateforme qui soumet à une loi étrangère et puis à un tribunal, effectivement, qui est un tribunal étranger aussi, il faut quand même se référer aux décisions Booking et aux décisions Expedia, même si là, on était dans le cadre d'une action du ministère de l'économie, ce qui a permis effectivement quand même d'avoir une influence sur les fameux règlements Bruxelles pour qualifier effectivement la nature de l'action. Néanmoins, si vous êtes installé en France, pour moi, le lieu du fait dommageable reste en France, puisque c'est vous l'entreprise victime. Donc, je pense qu'il y a possibilité quand même d'argumenter pour considérer que la clause attributive de juridiction au profit d'une loi américaine et dans un tribunal qui est dans un État qui est à l'autre bout du monde a un caractère abusif et vise effectivement à empêcher toute action possible pour Alors, affaire le litige en France. oui, ce qu'on peut également dire à tous nos amis, c'est que, on le voit, c'est une matière qui doit rester entre les mains des professionnels du droit. C'est une matière qui est trop compliquée, en fait, pour échapper là-dessus. Donc, les dossiers, il faut être vraiment présent. Faites savoir à vos. Alors, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on voulait vous dire, le propre d'un club, un avocat, il ne peut pas tout faire. Mais un avocat, il a un réseau. Un avocat, il a des confrères et donc il peut s'appuyer sur eux pour, en fait, accompagner ses clients dans la bonne présentation de leur litige. Et donc, n'hésitez pas, on est dans plein de cas, on accompagne des confrères justement dans les démarches pour que, en fait, ils puissent monter de bons dossiers. Parce que vous l'avez vu, ce qui est important dans ce cadre-là, et sur simplement la question de la rupture des relations établies, c'est de monter un bon dossier pour que lorsqu'il va aller entre les mains d'un juge, celui-ci soit parfaitement convaincu que la rupture a été brutale et qu'elle a causé dommage. Donc, dès lors qu'on a tous ces moyens et qu'on les lui présente aussi simplement que cela, eh bien, ça marche bien. Juste, on pourrait dire une dernière chose, c'est qu'au sein de notre cabinet, nous développons aujourd'hui une nouvelle technique sur laquelle, en fait, nous trouvons un renfort au niveau de la persuasion qui est efficace, qui s'appelle le legal design. On a au sein du cabinet un département legal design. Et là, vous avez vu un peu dans les présentations que vous a faites, Ève, déjà une approche qui permet de simplifier le droit pour le rendre compréhensible. Et là aussi, c'est une vraie démarche. Et j'invite tous nos confrères, dans le cadre de notre club Concurrence, à réfléchir avec nous pour comment présenter des bons dossiers
pour gagner, parce que c'est ça en fait finalement, pour arriver à convaincre, pour gagner, pour montrer en fait les enjeux de ce litige. Voilà, peut-être s'il y a des questions, on me parle, Bruno nous dit conflit entreprise. Alors, chiffrage, attendez, je ne sais pas, on me dit attention, même s'il y a un ordre public interne français, l'ordre public international français peut être plus souple. Est-ce qu'on sait si ces régimes font partie de l'ordre public international français? En fait, là, aujourd'hui, dans le cadre, enfin là, on va au-delà. On a parlé quand même, c'est un vrai enjeu franco-français, la question de la rupture des relations établies qui est encadrée par notre code du commerce. On est resté au niveau national et je pense qu'il faut déjà bien régler cela. Après, il y a les litiges qui vont au-delà. Peut-être qu'on pourra faire aussi le droit de la concurrence internationale, les lois antitrust. Enfin, il y a pas mal de choses à regarder. On me dit, attention Gérard, tu lis 2 questions à la fois, excusez-moi, je suis vraiment, oui, je dois lire 2 questions à la fois, donc merci pour là-dessus. Enfin bon, il y a un débat et je vois que vous répondez là-dessus. Est-ce que Ève, vous avez d'autres choses à nous indiquer sur le club concurrence et les prochains thèmes que l'on va Oui, alors sur les traiter? prochains thèmes, attendez Gérard, je ne les ai plus sous les yeux, je les ai vaguement en tête, mais je vais les retrouver. Oui, on va animer effectivement, alors je ne sais pas sous quel, je me souviens plus, c'est tous les 2 mois, on avait dit qu'on ferait ça, Gérard, me semble-t-il, à peu près dans la Oui, régularité. Et donc, nous allons en animer d'autres, laissez-moi le temps de les retrouver. Je les ai. On a effectivement, on voudrait vous présenter aussi les grandes tendances du contentieux en concurrence déloyale. En 2021, l'idée est de voir et de réfléchir un petit peu ensemble sur par rapport à ce qui s'est passé cette année 2020 un peu compliquée et de cette musique quand même très importante qui s'est installée et qui a été diffusée dans les médias de disruption de concurrence, de pratiques déloyales, de déloyauté, etc. Si on a une émergence de tendances particulières sur de la concurrence déloyale à venir et comment est-ce qu'elle pourrait être interprétée. On aurait aussi une proposition pour faire sur les class actions pour savoir si elles sont des armes de destruction massive à destination contre les entreprises, avec le projet qui va intervenir. On a aussi l'avocat oui, c'est un gros enjeu, hein, l'avocat vigie de la concurrence. Comment est-ce qu'on peut neutraliser un concurrent indélicat? Faire face à un contrôle DGCCRF, nos retours d'expérience là-dessus, ils se sont multipliés notamment avec la libéralisation de la capacité de production de gel hydroalcoolique. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais la DGCCRF est sur tous les fronts. Et en plus, l'activité très forte du numérique et du digital avec beaucoup de commandes en ligne a quand même poussé la DGCCRF à être très vigilante. Et enfin, un zoom sur les contentieux franchiseurs et franchisés pour vous apporter nos éléments d'expertise et puis les grands axes du contrat et du contentieux liés. Voilà, donc si vous avez d'autres idées, d'autres pistes que vous voulez que l'on voit ensemble, il n'y a pas de souci. Ce club est ouvert. Il fallait le lancer, donc ça a été fait avec Ève. Donc tout ce qui a trait en fait au droit de la concurrence et c'est l'avenir. En fait, je veux dire qu'aujourd'hui, le droit, il faut dire que comme le numérique est en train aujourd'hui de rogner toutes les parties du marché et de l'activité, on pourrait dire, puisque là aujourd'hui on est tous dans des activités plus ou moins numériques de fait, il faut se dire que c'est un monde de guérilla et chacun en fait veut occuper son territoire pour une raison très simple, c'est que dans le monde du numérique, c'est celui qui crée les usages qui gagne la partie. Et donc, si vous voulez, c'est un vrai enjeu derrière ça. Et par exemple, on a de plus en plus des questions, mais on le verra peut-être lorsqu'on fera la concurrence déloyale, de distorsion de concurrence. On a vraiment beaucoup de consultations aujourd'hui de clients qui nous demandent est-ce qu'on est, oui ou non, dans des situations de distorsion de concurrence, ce qui est beaucoup plus facile que d'aller dans des positions d'abus de position ou d'entente. Bon, là aussi, on peut utiliser il y a de vrais enjeux. Voilà, Ève. Je vais juste répondre à une toute dernière question qui était de savoir si
Les personnes recevraient un compte-rendu de cette formation. Comme on l'a rappelé en début effectivement de ce webinaire, celui-ci a été enregistré et vous aurez accès à un replay qui vous permettra de revisionner si vous avez manqué le début ou que vous voulez revenir sur une information. Oui, puis on peut également dire à tous nos amis que le site Jessica produit un grand nombre de contributions de nos confrères, qu'on a un partenariat aussi avec le Droit pour moi. Je remercie Guillaume qui a été présent avec nous. Le Droit pour moi aussi, c'est une plateforme très dynamique du droit qui permet d'avoir un droit, j'allais dire, pour avocats et pour justiciables. C'est une plateforme de qualité, donc je le remercie. Et donc, je vous invite aussi à aller sur le site de Jessica, où vous aurez un petit peu tout le suivi de nos activités. Le réseau Jessica, et je vais terminer avec ça, c'est un réseau dynamique, c'est un réseau d'avocats qui adorent leur profession, et j'espère que dans ce club, vous allez venir avec nous et on pourra partager plein de choses. Merci à tous. Merci à Guillaume, merci à Florence X aussi que je voudrais remercier, qui est la présidente des clubs pour le réseau Jessica. Merci aussi à Gérard Gabriel Amoureux, notre président, qui nous a donné l'occasion de pouvoir vous présenter ce club, et puis à vous tous d'y avoir participé. C'est encore la période, on peut le souhaiter. On vous souhaite une bonne et heureuse année, beaucoup de courage. Et puis merci à Guillaume qui a été la cheville ouvrière, l'organisateur de ce séminaire, et à Florence Six et à tous nos amis qui nous ont suivis. Bonne année à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Et à très bientôt. À Très bientôt. bientôt dans le club, on vous enverra des informations sur le club. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.